Bonjour à tous et bienvenue pour ce nouvel épisode de K-News, votre émission d'actualité bimensuelle du monde de l'escalade. Et cette semaine, j'ai une très grosse news à vous annoncer. Je lance les formations d'escalade Caillou TV. Et oui. Alors oui, je sais, pour beaucoup d'entre vous, ça doit être une annonce assez inattendue, surtout si vous ne me suivez pas sur Insta ou si vous n'êtes pas sur le Discord de la chaîne, mais c'est vrai, je lance des formations d'escalade Caillou TV, et là, vous allez me dire, mais attends, toi tu vas nous apprendre à grimper, mais t'es nul en grimpe, non? Et vous n'avez pas tort. Et oui. Enfin bon, blague à part, je ne suis pas si nul que ça en grimpe, d'ailleurs je pense que pour beaucoup de grimpeurs débutants et intermédiaires, j'ai plutôt un bon niveau, mais c'est vrai que je ne me sens pas la légitimité de vous apprendre comment grimper, et c'est pour ça que je n'ai pas conçu ces formations seul. En fait, ça fait quelques mois que je travaille avec l'école de la montagne, un organisme qui propose déjà des formations d'alpinisme ou de ski de rando pour développer avec eux une branche escalade. Alors après vous avoir demandé ce que vous aimeriez voir sur Instagram, on s'est fixé sur deux formations, une axée performance et entrée dans le 7e degré, et une formation grande voie. Ces formations, ce seront des formations longues de 4 mois centrées sur l'escalade sur site naturel avec 2 stages sur le terrain, un au début et un à la fin, le tout encadré par un DE, à savoir des moniteurs d'escalade détenteurs d'un diplôme d'état. Alors pour moi, ce mode de fonctionnement, il était hyper important, que ce soit de vous proposer une formation avec des cycles longs, mais aussi de faire ça avec un aspect promotion, des moniteurs diplômés, et surtout vous permettre de passer du temps sur le terrain, puisque déjà, eh bien, ça donne une vraie légitimité à la formation, mais surtout, pour moi, rien ne remplace le temps passé en falaise. Déjà, ça vous permet de la démystifier, ça vous permet aussi d'enclencher une dynamique pour pouvoir ensuite continuer tout seul, et surtout, vous allez rencontrer des gens dans le même état d'esprit que vous, et ça, mine de rien, on a tendance à le sous-estimer, mais être entouré de gens qui veulent progresser tous ensemble, et ben ça permet d'aller beaucoup plus vite. En plus de tout ça, entre ces deux stages, vous aurez un suivi personnalisé avec du coaching, mais aussi l'accès à plein de contenus pédagogiques pour améliorer et tester vos connaissances théoriques de la pratique, mais aussi du terrain avec le travail de l'entraînement, des différentes manips ou encore tout un blog consacré aux bonnes pratiques sur les sites naturels et la culture escalade. Alors voilà, maintenant tout ça a un coût et c'est pour cela que ces formations seront disponibles au prix de 1200 €. Alors oui, je sais, au premier abord ça peut sonner cher, mais ce sont des formations de 4 mois avec 2 stages et je vous assure qu'on s'est cassé la tête pour trouver le prix le plus équitable, à la fois pour rémunérer correctement toutes les personnes qui ont participé au projet et notamment les moniteurs diplômés qui sont quand même la clé de la réussite de cette formation, mais également de ne pas sacrifier la qualité de tous les autres contenus pédagogiques. Et voilà, donc c'est tout pour cette très grosse annonce, j'espère que ça vous plaira. Évidemment, les liens vers les deux types de formations sont disponibles dans la description, donc n'hésitez pas à aller voir ça. Les inscriptions, elles sont déjà ouvertes et on a le lancement de la première promotion du 13 au 15 mars, donc c'est quasiment déjà demain. Ce sera sur le mythique site d'Orpierre dans le sud de la France, donc ça va être génial. Moi, j'ai encore plein d'infos à vous dire sur ces formations, que ce soit au niveau de la pédagogie, de la vision de la logistique, mais je vais pas m'étaler plus que ça dans un Caillou News, on va passer évidemment à l'émission. Par contre, n'hésitez pas à aller lire toutes les infos et me retourner toutes vos questions sur les formations en commentaire, j'y répondrai soit directement, soit on pourra même faire une petite FAQ pour que je réponde à tout le monde en même temps et ce sera très sympa. Et voilà, on peut donc enfin passer à cette émission avec pas mal de grosses informations en fin d'année, que ce soit avec une interdiction qui plane sur le mythique site d'Oliana, du 9 à bloc encore une fois en pagaille, des nouveaux types de compétitions, les quotas pour les Coupes du Monde, bref, on a plein de choses à vous partager, on est parti. News numéro 1, le monde de l'escalade est rempli de lieux de légende, que ce soit le Yosemite, Fontainebleau, Rocklands, autant de noms qui ont laissé leurs traces indélébiles dans l'histoire de l'escalade, et parmi eux, la falaise d'Oliana en Espagne est un mythe. Aussi connu sous le nom de Roc del Rumbao et situé au nord de l'Espagne, Oliana, c'est là où s'est écrit l'histoire des cotations, avec l'un des duels les plus mythiques de l'histoire entre Adam Ondra et Chris Sharma pour l'ouverture de la Dura Dura, l'un des premiers 9B+ au monde. Oliana, c'est aussi le futur où certains projets comme le Blond, potentiel 9C+, annoncé par l'américain Chris Sharma, dorment encore et n'attendent qu'à être tirés de leur torpeur. Mais Oliana au présent, c'est surtout pas mal d'emmerdes. En effet, il y a quelques années, le site avait été totalement ravagé par un incendie qui avait rendu de nombreux secteurs impraticables. Petit à petit, des grimpeurs locaux s'étaient mobilisés pour tout rééquiper, mais cela avait sans conteste fait très mal à la fréquentation du site, et aujourd'hui c'est un nouveau mal qui s'abat sur lui. En effet, le 16 décembre dernier, un décret du ministère espagnol de la Culture est publié, au sein duquel on retrouve une phrase anodine aux conséquences glaciales: sont interdites les activités sportives d'escalade, le campement et les feux dans la zone archéologique.
Car Oliana, en plus d'être un mythe historique de l'escalade, c'est aussi un mythe de l'histoire tout court, avec des peintures rupestres inscrites au patrimoine mondial de l'UNESCO depuis 1998. Sauf que depuis cette date, la grimpe coexistait très bien avec ces peintures, avec même l'installation d'une cage de 6 mètres par 6 et le déséquipement de certaines voies qui empiétaient effectivement sur ces œuvres millénaires. Mais alors pourquoi étendre cette interdiction aussi subitement et pourquoi un tel revirement de situation? Lorsque la nouvelle sort, elle est immédiatement relayée par le grimpeur légendaire espagnol Patxi Uzobiaga via une vidéo sur son compte Instagram. Celui-ci parle immédiatement de 36 hectares de sites interdits à la pratique et met en cause le rééquipement parfois un peu sauvage de la falaise après l'incendie, qui n'aurait selon lui pas plu aux instances municipales, ce que dément l'une des principales protagonistes de ce rééquipement, la grimpeuse franco-islandaise Swana Bjarnason. Et en effet, dans un premier temps, il semble que Patxi ait réalisé une mauvaise interprétation du texte. En fait, la ligne en question parle uniquement de la zone archéologique qui, par opposition à la zone de protection, beaucoup plus large, ne concerne qu'une plus petite partie du site. Et selon des témoignages de grimpeurs présents sur le site, ni les forces de l'ordre ni les agents ruraux chargés du respect du décret n'ont déclaré prendre de mesures à l'encontre de la pratique de l'escalade. Alors, est-ce que cette annonce c'était finalement qu'un pétard mouillé? Eh bien, pas sûr non plus. Dans le nouveau décret en application, la zone archéologique a été redessinée et légèrement agrandie, et bien qu'il soit compliqué d'être précis sur un dessin d'une telle largeur, la zone semble maintenant englober les voies Mind Control 8C, Casa Parala Humildes 8B+, mais également peut-être l'Adura Dura 9B+, et Leblon, le projet bien connu de Chris Sharma, potentiel 9C+. Et c'est tout le problème de ce décret, pas très précis, et pourtant, pourquoi en avoir fait un nouveau alors que le dernier semblait largement suffire? Et du coup, ça resserre les taux sur l'interdiction à Oliana, et même si pour l'instant personne ne semble enclin à prendre de sanctions, et bien... Enfin pour l'heure, des explications plus claires ont donc été demandées aux instances, notamment via le maire de Permaola, commune sur laquelle est situé le site d'Oliana, qui devrait recevoir de nouvelles informations du ministère de la Culture sous peu, en espérant bien sûr que tout cela n'était qu'un pétard mouillé. News numéro 2, et comme d'habitude maintenant on fait notre petit point sur les nouvelles ascensions en 9A du bloc mondial. D'abord c'est un nouveau protagoniste de la cotation, l'américain Adam Shahar, qui s'invite dans le 9e degré en enchaînant Return of the Sleepwalker, le premier 9A américain, et un bloc particulièrement à la mode en ce moment. En effet, avec les précédentes ascensions du japonais Ryuichi Murai et de l'américain Zach Gaia, c'est déjà la 7e ascension de ROTS qui devient par conséquent le bloc le plus répété du 9e degré devant Alphan. Quant à Adam, à 20 ans, en plus de devenir le 21e grimpeur dans la côte, il devient surtout l'un des plus jeunes grimpeurs à rentrer dans ce niveau, devant son compatriote Noah Wheeler, mais surtout derrière le français Sam Richard. Et d'ailleurs, avant l'arrivée de ces 3 grimpeurs dans le 9e degré, il ne se sera écoulé qu'un an, preuve que la nouvelle génération de bloqueurs qui arrive depuis quelques années est véritablement impressionnante et prête à tout emporter. Quant à la deuxième ascension de décembre, il s'agit ni plus ni moins du belge Simon Lorenzi qui enchaîne le bloc Shaolin 9A, une 5e ascension dans le 9A pour le belge qui rejoint l'écossais Will Bosey dans leur mano à mano pour le plus grand nombre de réalisations dans la côte, même si évidemment depuis 2 mois, c'est bien l'italien Elias Yaniema qui domine le classement des meilleurs bloqueurs au monde avec le nouvellement proposé 9A+, Exodia. News numéro 3 et news compétition maintenant, il y a 2 semaines a été annoncé un nouveau circuit de compétition d'escalade, la Pro Climbing League, une nouvelle ligue hors format officiel qui n'aura donc aucun lien avec World Climbing, la nouvellement renommée Fédération Internationale d'Escalade. D'ailleurs, celle-ci, créée par 2 passionnés d'escalade du nom de Danan Marquis et Charlie Bosco, présentera un format complètement inédit qui débutera le 28 février prochain à Londres dans la salle de Magazine Climbing. Wow, mais attendez une seconde. En 4 ans, on a eu les Jeux Olympiques, l'escalade de vitesse sur 4 voies, l'escalade de vitesse en relais, la Grand Nation Final. Je veux dire, on a eu plus de nouvelles compétitions que de hausse des cash prizes. Est-ce qu'on a vraiment besoin d'une nouvelle compétition? Alors c'est marrant, mais figure-toi qu'ils ont justement un encart qui répond à cette question sur leur site. Ah ouais? Et ils disent quoi? Le secteur de l'escalade connaît une croissance rapide et diversifiée. Nous voulons profiter de cet élan pour mieux soutenir les athlètes, les grimpeurs et les fans. Nous pensons que l'escalade est plus qu'un sport et que les compétitions d'escalade devraient être plus qu'un simple spectacle. Notre nouveau format redonne toute sa place à la compétition dans l'escalade et offre aux spectateurs un tournoi passionnant et facile à suivre. Attends, mais ça répond pas du tout à la question. Non, pas du tout. Enfin bref, avec une participation déjà annoncée des 2 derniers champions olympiques Toby Roberts et Janja Garnbret, mais aussi sa diffusion en direct sur Red Bull TV, la Pro Climbing League promet d'envoyer du très lourd. Et si c'est vrai que cette explication du pourquoi organiser une compétition de plus est aussi marketing que la présence d'un spa dans votre abonnement d'escalade, ils n'ont pas tort sur un point, l'accessibilité du format. Car au niveau des règles, la Pro Climbing League met à l'honneur les duels de grimpeurs sur des blocs identiques, un peu à l'image de l'escalade de vitesse. Les 16 grimpeurs présents s'affronteront donc au travers de 3 rounds. Un
premiers qualificatifs avec le plus de blocs à enchaîner sur un circuit de 3 blocs, puis des demi-finales et finales en duel, exactement comme de l'escalade de vitesse, mais avec autant d'essais que l'on veut. Un format original, mais loin d'être inédit, puisqu'il était déjà la marque de fabrique des Adidas Rockmasters en bloc, mais aussi des Rockmasters Darko en difficulté. Non, vraiment, pour moi, c'est un format parfait, et je pense vraiment que World Climbing devrait se pencher dessus pour l'intégrer en tant que discipline officielle. Que ce soit en bloc ou en voie, c'est dynamique, spectaculaire, pas trop long pour un format télé, et surtout, c'est extrêmement simple à comprendre. Alors évidemment, l'aspect vitesse fait que les blocs ne pourraient pas être aussi difficiles qu'en bloc classique, donc ce serait dommage de remplacer le bloc ou la difficulté par ça, mais on pourrait imaginer une discipline supplémentaire qui prendrait cette forme. Bon, vous l'aurez compris, moi je suis un énorme fan de ce format, j'ai donc super hâte de regarder cette Pro Climbing League, surtout que en plus de Yann Yegerbrecht et Toby Roberts dont j'ai déjà parlé, on a également Mejdi Chan, Erin McNeice ou encore Colin Duffy qui seront présents, donc forcément ça donne envie, et j'espère que ce ne sera pas un flop à cause d'une overdose de compétition de la part du public. News numéro 4, et alors qu'on attend impatiemment la finalisation du calendrier de la Coupe du Monde 2026, World Climbing, la fédération internationale d'escalade, vient d'officialiser le nombre de quotas dont disposera chaque pays pour les Coupes du Monde 2026, ou selon leur nouveau nom, les World Climbing Series 2026. Ah oui, parce que j'avais oublié de le dire dans le dernier épisode, mais en plus du rebranding du nom de la fédération en World Climbing, les Coupes du Monde, les World Cup, deviennent également les World Climbing Series, ce qui est un énorme pas en avant pour faire comprendre aux gens que non, la Coupe du Monde et les championnats du monde, c'est pas pareil en escalade, c'est différent, voilà. Enfin, concernant ces quotas officialisés par l'IFSC, ils sont très importants puisqu'ils représentent le nombre d'athlètes que chaque pays pourra envoyer en Coupe du Monde, et il en faut donc le plus possible, que ce soit pour tenter de gagner ou envoyer le plus de jeunes possible pour faire de l'expérience. Et ces quotas, ils sont obtenus via les résultats de l'année précédente, donc ici 2025. Enfin, ce qui nous intéresse, c'est combien la France en aura, et à ce niveau, eh bien, on est plutôt content, puisque nos belles performances de 2025 nous permettent de placer en plus de 2 athlètes alloués de base, 4 athlètes supplémentaires dans toutes les catégories de bloc et de diff, soit 6 athlètes au total, et 2 athlètes supplémentaires dans toutes les catégories de vitesse, soit 4 athlètes au total, un total qui nous amène à 20 quotas supplémentaires, soit autant que le Japon. Attendez, mais vous croyez que pour les étrangers, ça veut dire qu'on est devenu aussi terrifiant que le Japon ? Enfin bref, blague à part, si cela est de bon augure pour l'équipe de France de bloc et de difficulté, c'est tout de même une petite régression pour l'équipe de France de vitesse, qui comptait 3 quotas dans chaque catégorie en 2025, une perte qui découle directement de la retraite de Bassama OM chez les hommes, alors que chez les femmes, les résultats derrière nos taulières Capucine Viglione et Manon Longon étaient simplement un peu moins bons que l'année 2024. News numéro 5, et ce week-end du 10 au 11 janvier aura lieu à Paris en France la nouvelle édition du Salon de l'escalade, un rendez-vous à ne pas manquer pour tous les acteurs de l'escalade française mais également internationale. Bon, un salon sur le papier ça fait très professionnel, mais en vrai si vous êtes passionné d'escalade c'est super sympa et personnellement c'est l'un de mes rendez-vous préférés de l'année. Vous pouvez aller à la découverte des différentes marques, participer à des ateliers, tester des chaussons, écouter des conférences ou faire dédicacer des livres. D'ailleurs cette année on retrouvera entre autres Lucien Martinez, Nina Caprez ou Catherine Destivelle en dédicace, Solène Piret ou Max Berton en workshop, Laura Pinault et même les White Boys pour des ateliers fissures, sans oublier évidemment le contest du Rock Tour qui rythme chaque année le samedi soir. Bref, un très gros programme que vous pouvez retrouver en intégralité via le lien en description. D'ailleurs moi aussi je serai présent sur place pour me balader en détente dans les couloirs en tapant la discute à quiconque veut bien me rendre mon compte Instagram, mais surtout je participerai aussi à une table ronde organisée autour de la question: est-ce que Garn-Breté le circuit doit devenir un verbe? Bon, en vrai j'avais proposé mais ils ont refusé l'idée, je sais pas trop pourquoi, du coup on va juste parler du présent et de l'avenir des compétitions, mais ce sera super sympa, vous pouvez venir quand même, ce sera à 14 h le dimanche. Enfin vous l'avez compris, le salon de l'escalade c'est the place to be à Paris ce week-end, et si vous n'avez pas encore votre place, eh bien sachez que cette année elle est au prix exceptionnel de 14 €, mais grâce à un petit cadeau de ma part, voilà, vous pouvez l'avoir à 11 €, soit un peu moins de 20% de réduction, avec le code K-U SDEX 2025, quelque chose comme ça, je sais pas, je l'ai pas appris exactement. En tout cas, ça s'affiche là, vous avez un code de promotion, et moi je vous dis, eh bien, peut-être à samedi. Et dans le reste des news, en ce dernier jour de décembre 2025, l'Autrichien Jakob Schubert, déjà légende de l'escalade, si bien en extérieur que sur résine, a fait une petite déclaration, pas si choc que ça, mais terriblement enthousiasmante, l'affirmation qu'il veut tenter de se qualifier aux Jeux Olympiques de 2028 à Los Angeles. Alors jusque-là, rien de très étonnant pour l'athlète le plus médaillé de l'histoire en circuit international, sauf que malgré son niveau hors du commun, Jakob aura en 2028 l'âge de 37 ans, un âge parfaitement acceptable et même encore plutôt jeune pour regarder
regarder cette vidéo depuis votre canapé, mais bien moins habituel pour aller s'envoyer en l'air les phalanges sur un mur olympique. Surtout qu'après une saison moyenne écourtée par de nombreuses blessures, la question était récurrente dans la communauté escalade, et Jacob précise tout de même qu'il ne tentera de concourir qu'en difficulté, sa discipline de prédilection. Pour rappel, lors de la dernière édition en 2024 à Paris, l'Autrichien était déjà le plus âgé des grimpeurs en lice dans la compétition, une stat qui ne l'avait pas empêché de manger quelques petits jeunes pour s'offrir une deuxième médaille de bronze après celle de Tokyo en 2021. Alors l'Autrichien peut-il encore réussir la passe de 3 à l'âge exceptionnel de 37 ans? Rien de plus incertain, surtout à la vue de la nouvelle génération qui pousse de plus en plus fort pour déloger les anciens, mais encore crédible à la vue de son niveau. Ce qui est moins crédible en revanche, ce serait de voir l'américain Chris Sharma en faire autant, car oui, je profite de cette news pour rattraper un peu le sujet, mais à l'été dernier, l'américain star de l'escalade de la fin des années 90 au début des années 2010, et maintenant âgé de 44 ans, avait donné une interview au magazine Climbing, confiant sa motivation pour se qualifier aux Jeux Olympiques de Los Angeles, un rêve qui ne lui avait pas été permis durant l'apogée de sa carrière, et qu'il voudrait rattraper maintenant que toutes les disciplines seront représentées indépendamment aux Jeux. Malheureusement, malgré son niveau toujours hors norme en falaise, on imagine mal l'américain performer aussi bien en compétition, une compétition qui n'a pas marqué une aussi majeure partie de sa carrière, et on ne va pas se le cacher, une qualification serait déjà un véritable exploit face à des ténors de l'équipe USA comme Colin Duffy ou Jesse Grupper, mais bon, après tout, c'est bien pour ce genre de frisson qu'on aime le sport. Et puisqu'on parle de grimpeurs au bord de la retraite, eh bien on va enchaîner tout de suite avec l'annonce officielle de Jules Marchand, le grimpeur français, de mettre un terme à sa carrière compétitive. Alors bien sûr, ici, aucun rapport avec l'âge, Jules n'ayant que 24 ans, mais bien une décision personnelle pour se consacrer à la facette de l'escalade qu'il préfère, l'outdoor. Un choix qui, à la vue de la carrière de Jules, semble parfaitement logique. Avec quelques demi-finales en Coupe du Monde, Jules est un grimpeur solide de l'équipe de France. Pourtant, lorsqu'on compare ses résultats à ses récentes performances sur rocher, le gap est énorme. Connu pour être un monstre de force pure, Jules est devenu l'un des grimpeurs les plus en vue de l'année 2025, avec sa libération de Le Bruit de l'acide 9B sur le site de Claret, le quasi-flash de Beyond 9A+, finalement réalisé en 2 essais, l'ascension à vue de Produit de la Somme 8C, sans parler d'une transition en bloc incroyable, avec la réalisation du deuxième 8C flash de l'histoire, un palmarès déjà incroyable à 24 ans, et si cette décision d'arrêter les compétitions peut lui permettre de l'étoffer encore plus, on le félicite pour ce choix. Et voilà, c'est tout pour les news, et maintenant on passe aux croix de la semaine. Et on commence avec l'italien Andrea Celleris qui enchaîne 3 nouvelles voies dans le 9A sur le site de Santa Linya en Espagne, avec Direct into Your Fabelita, Fabela Pala Enmienda, mais aussi Ciudad de Dios, une sacrée performance pour le gamin de 16 ans qui continue d'impressionner de par son volume, avec 5 voies dans le 9e degré en 2025 et déjà 2 en 2026. D'ailleurs, concernant les 2 premières, il les aura réalisées en une seule journée, réalisant peut-être le double 9A à la journée, le plus précoce jamais vu, surtout qu'à la base, Andrea n'avait même pas prévu de grimper ce jour-là, avant de voir que les conditions météo ne seraient pas aussi bonnes avant la fin de son voyage, bref, une belle vista. Et on continue avec l'Autrichienne Eva Hammelmöller qui enchaîne Dschungelfilber 8C+, ou peu importe sa prononciation, sur le site de Dschungelbusch, ou peu importe sa prononciation en Autriche, une voie historique libérée pour la première fois en 1992 qui aura offert à Eva un parfait mélange de mouvements old school et nouvelle génération. Pour elle, il s'agit là de sa 15e route dans le 8C+, ou plus, un total qui la place juste derrière une certaine Laura Rogora au classement féminin des ascensions extérieures. D'ailleurs, puisqu'on parle de Laura Rogora, l'italienne a justement continué sa très bonne fin d'année en libérant la voie Malkut 9A sur le site de Ferentino en Italie, une fin d'année avec une belle libération pour la grimpeuse qui aura réalisé pas moins de 12 voies dans le 9A et 9A+, cette année, un record féminin absolu. Des progrès qu'elle explique notamment par un focus exclusif sur la voie avec l'abandon du bloc après les Jeux Olympiques, et très sincèrement, si ça peut la faire briller à ce point en falaise, eh bien on la valide à 100%. Et on part maintenant en Espagne, à Margalef, où Ikerpu enchaîne le 9A Witch Hunter. Ikerpu, c'est un nom qui résonne dans l'histoire de l'escalade, et pour cause, le grimpeur de maintenant 48 ans est une véritable gloire passée de l'escalade espagnole. Après 2 années compliquées sur le plan personnel, Iker annonce être très heureux de signer son retour sur rocher. En compétition, on imagine que ce sera plus compliqué, mais c'est toujours une joie de voir des anciens visages se remettre sérieusement au haut niveau. Et on traverse l'Atlantique du côté de Red Rocks dans le Nevada, où Mejdi Schalk enchaîne Sleepwalker 8C. Alors un 8C, c'est une cotation que je n'ai plus vraiment l'habitude de commenter dans cette émission depuis que leur réalisation est devenue si fréquente qu'il y en a bien souvent plus de 10 toutes les 2 semaines, sauf qu'ici on ne parle pas de n'importe quel 8C puisque Sleepwalker c'est le départ debout de l'un des premiers 9 à bloc au monde, Return of the Sleepwalker, et forcément si sa cotation originelle de 8C+ vacille, on est en droit de s'interroger sur la légitimité de son grand
frère. Enfin, cette décote à 8C avait déjà été évoquée par plusieurs de ses répétiteurs, sans pour autant que cela ait une quelconque conséquence sur la cotation de 9A de Return of the Sleepwalker. Quant à Mejdi Schalk, après son enchaînement de Defying Gravity un petit peu plus tôt dans le séjour, cette nouvelle croix vient s'ajouter à son palmarès extérieur de plus en plus fourni, et qui sait qui va peut-être encore s'allonger durant les derniers jours. Et on continue aux États-Unis toujours avec Austin Hoyt qui enchaîne The Process, 8C+, sur le site des Buttermilks, un bloc mythique de la scène américaine qui fait partie des highballs légendaires de Bishop, qu'Austin aura dû dompter. Après son enchaînement réussi de Lucid Dreaming la saison dernière, il aura immédiatement mis les mains dans ce nouveau projet, mais malgré des projets rapides, il aura dû lutter avec son mental, incapable de vraiment engager dans les derniers mouvements. Une saison plus tard, il aura donc pris son courage à deux mains, essayant les derniers mouvements sans corde et seulement avec une échelle, une prise de risque qui aura payé à sa 3e session de la saison avec un nouvel enchaînement majeur pour lui. Enfin, on termine toujours aux États-Unis sur le site de Dayton Pocket où Noah Wheeler réalise le flash de Brass Knuckles 8B+. L'américain membre du cercle du 9e degré depuis un an maintenant réalise là son flash le plus difficile. Pour cela, il aura regardé quelques vidéos du bloc, optant pour la méthode avec une contrepointe, similaire à un style d'escalade sur pan, mais surtout il aura allongé la durée de son échauffement afin d'être sûr d'être bien chaud au moment de se lancer. Et voilà, cet épisode est maintenant terminé. Comme d'habitude, j'espère qu'il vous aura plu. Moi, je vous encourage encore une fois à aller voir toutes les informations sur nos nouvelles formations d'escalade via les liens en description. N'hésitez pas à me faire vos retours dessus. Et sinon, comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, à laisser un commentaire. Et moi, je vous dis à la prochaine. Tchuss!